Salut! Juste pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré au mois de juin 2020, donc juste après le confinement. C'est pour ça qu'il y aura certains anachronismes, certains contextes qui ont peut-être changé depuis. Cependant, l'histoire qui va vous être racontée reste tout aussi incroyable et l'aventure d'ailleurs continue toujours aujourd'hui, début 2021. Donc c'est complètement d'actualité encore et ça le sera certainement dans les mois qui viennent, malheureusement, entre guillemets. Donc je vous laisse profiter de cet épisode en ayant bien en tête que nous sommes au mois de juin 2020. À bientôt, au revoir. Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Ce truc où tu vois ces bus qui partent de nuit dans une ville vide, sur des autoroutes vides. Tu vois, il y a un côté Walking Dead dans le truc. Toi, t'es dans ton bus, tu sais que personne t'arrêtera, tu vois, que même si les flics devaient passer, tu dis non mais mec, nous on va sauver le monde, tu vois. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Antoine, là, de quand on a été à Brest, faut s'imaginer qu'on débarque au CHU de Brest, à la Cavale Blanche, en Covid, il y a l'hélico qui est là, les ambulances dans tous les sens. Enfin, c'était très impressionnant. Pour la première fois aussi, on amène la Macaire dans un hôpital. Et on débarque, on teste la machine avec Erwan. C'était très impressionnant quand même. Je craque, j'appelle Aviation Sans Frontières, je fais excusez-moi, est-ce que dans 48 heures vous auriez un avion disponible juste pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée à Grenoble. Et là vous avez des gars incroyables qui vous disent non, écoutez, on s'en occupe, pas de problème. Rendez-vous 6h30 sur le tarmac de l'aéroport de Nantes. Et à 6h30 vous avez un magnifique avion, un TBM 700 qui atterrit. Je vous laisse imaginer les calls hallucinés que je fais à toutes les grandes surfaces de Nantes en leur demandant mais est-ce que vous avez des gonfleurs de matelas ? Est-ce que si je pars maintenant, vous pouvez garder le magasin ouvert ? J'ai besoin d'un gonfleur de matelas. Je sais pas pour qui les gens des Leclerc et autres Auchan de la métropole me pensent que je suis, parce que j'étais une espèce de taré qui voulait un gonfleur de matelas. Eh bien bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct du Palace à Nantes pour un épisode exceptionnel car je suis avec des êtres exceptionnels. Les héros de la nation de cette période de confinement, j'ai nommé le collectif Maker for Life. PA, t'es pas d'accord avec ça, visiblement. Un tout petit bout du collectif Maker for Life, on est 250. Un tout petit bout, on va en parler justement. Donc Maker for Life ou Maker, je sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce qu'on dit Maker ou est-ce qu'on dit Maker Makers for Life, c'est le collectif de 350 personnes. 350 personnes aujourd'hui, aux dernières nouvelles sur Slack. Et selon la police, ce collectif travaille sur le Maker, qui est un respirateur artificiel développé pendant la crise du Covid-19. Voilà, donc là tu m'as niqué toute la suite de mon truc, c'est pas grave. Donc qui est open source, c'est important. C'est-à-dire que les plans et les instructions d'assemblage du respirateur sont mis à disposition librement sur internet à qui souhaite le monter à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui ça a pris des proportions assez folles. Y a près de 70 personnes qui travaillent dessus en ce moment, mais il y a eu jusqu'à 250 personnes. Mais visiblement vous n'étiez pas d'accord là. Non, en fait on n'a jamais pu réellement avoir un compte très précis parce que comme j'ai splitté l'organisation entre des équipes plus réduites, c'était pas toujours facile de savoir qui bossait sur quoi. Donc après chaque sous-équipe recrée des sous-équipes. Ouais. Et du coup, des fois on m'a dit mais attends, tu te rends pas compte, ils ont fait un travail incroyable ces gens-là. J'étais je sais pas qui sont ces gens-là parce que
les choses sont bien divisées et ça a été c'est quelque chose d'incroyable là-dessus, je pense qu'il a été fait. Donc j'ai pas de compte exact en fait. Alors Simon, pour te donner un scoop, eh bien, on est en train de publier un document scientifique qui a parmi ses auteurs le collectif Maker for Life, et dans la liste des gens, on a pris tous ceux qui ont contribué à des degrés variables, tu l'as dit, encore 70 personnes mobilisées aujourd'hui, mais le décompte est au-delà de 350 personnes qui à un moment se sont intéressées à son projet, et c'est peut-être une des caractéristiques du projet d'avoir accepté des engagements à géométrie variable. Super, il a placé le mot, Géométrie. il a 30 points. Parfait. Donc Maker for Life, c'est un collectif qui est né ici à Nantes, donc notamment avec Baptiste Jamin et Quentin Adam en premier lieu, on en parlera tout à l'heure, mais des personnes du centre hospitalier universitaire dont Pierre-Antoine Gouraud fait partie, c'est ça? Je dis n'importe quoi. Tout à fait. Si on veut respecter les titres universitaires, qui Pardon. sont parfois que des cache-misères, eh bien, je suis professeur des universités à l'université de Nantes et praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nantes. Superbe. Vous avez travaillé aussi avec le CEA, le centre d'études nucléaires, CEAA comme nucléaire évidemment, qui est basé à Grenoble. L'énergie atomique. Énergie. Mais Commissariat, non on Et est maintenant validé. c'est alternative même. Alternative, énergie alternatives. ouais. Mais vous avez travaillé aussi, on en parlera de ces détails, c'est ce qui m'intéresse aussi, que vous avez travaillé avec Renault, avec Seb et plein d'autres partenaires. Est-ce que c'est une bonne définition déjà dans un premier temps du projet? Oui, et surtout, on a travaillé avec un grand collectif. Donc plein de gens qu'on ne peut pas nommer ici en détail, mais c'est ça qui a fait vraiment la force du collectif. Enfin, un podcast Avec de 3h40. 450 personnes. Et c'est Ah, vraiment Ce qui amène En fait, le- d'avoir réussi après la à crise. réunir des individuels, des makers, des ingénieurs, des chercheurs par la voix de Pierre-Antoine, des industriels, des médecins, et vraiment toutes ces personnes de la société civile. Ok, nickel. Eh ben, on a déjà bien introduit le projet. Ce qu'on va faire, c'est que bon, il y a certaines personnes qui vous connaissent déjà, certains d'entre eux qui sont déjà passés sur Contrevent, mais je vais vous donner 15 secondes à chacun. On va commencer par Quentin à ma gauche pour vous présenter en 15 secondes qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait dans le projet Maker for Life. Du coup, je m'appelle Quentin Adam. Au quotidien, je dirige une boîte, une startup d'informatique qui s'appelle Clever Cloud. Et dans le projet Maker for Life, j'ai essentiellement travaillé sur la coordination globale en fait du truc. C'était sur moi que ça reposait. Nickel. Grégory. Et moi, je suis Grégory Tibor. Dans ma vie normale, je dirige le Palace, une plateforme d'innovation, un campus de start-up. Et dans le projet Maker, je fais partie de ces gens qui ne sont pas ingénieurs. Et j'ai contribué activement sur la communication avec un rôle un peu particulier de on ne communique pas, les gars, calmez-vous, on verra ça plus tard. C'est la communication non communicative. Le seul Ça, c'est- porte-parole Et c'est un expert de qui ça, a voilà. été cité pour dire qu'on était en phase de non-communication. Voilà. Il avait aussi le rôle de gérer l'approvisionnement en appareils à raclette. C'est un sujet dont on pourra reparler, l'approvisionnement en appareils à On va en raclette. parler. Et C'est vrai qu'il y en a- l'important, c'est le succès. il y en a autour de nous. Baptiste. Je suis donc Baptiste Jamin, cofondateur de la société CRISP, qui est un logiciel de relations clients. Et donc avec mon associé Valérien Saliou, nous avons commencé au tout début l'histoire du Maker avec Quentin. Et donc nous avons travaillé sur les prototypes des Makers et on a vraiment suivi l'histoire au tout début pour fabriquer les prototypes. Nickel. Et enfin, on finit par le meilleur, le vrai qui a une raison d'être là. Et le professeur. Donc, je suis Pierre-Antoine Gouraud. Pierre-Antoine Gouraud, je suis enseignant-chercheur à l'université de Nantes depuis 2015. Donc j'enseigne à la faculté de médecine. J'en profite pour saluer tous mes étudiants de la première année jusqu'au doctorat. Et donc je suis un spécialiste d'immunogénétique et de médecine translationnelle digitale. Je m'occupe du numérique en particulier et j'ai une fonction hospitalière un peu particulière parce que je ne vois pas de patients, je ne suis pas médecin, mais je m'occupe, je traite, je prends soin de l'ensemble des données qui sont générées par l'activité du CHU de Nantes, c'est-à-dire 2,6 millions de patients, 130 millions de données structurées, 30 millions de documents. Et on est dans Contrevent, on n'est pas sur Arte, hein, Pierre-Antoine. Il fait la publicité. J'avais du plutôt l'impression CHU qu'on de était dans les grosses têtes, mais c'est... Super. Et ben maintenant, Toudoudou. maintenant pour faire un peu de teasing et donner envie aux personnes qui nous écoutent, j'aimerais que chacun d'entre vous nous donne en une phrase sa meilleure anecdote de cette aventure Maker. Et nous reviendrons dessus un peu plus tard. Est-ce que tu peux me donner en une phrase ta meilleure anecdote, Quentin? C'est quelqu'un d'autre, faut que je réfléchisse.
Ah merde, ouais, Grégory, qui était en train de réfléchir aussi. Est-ce que tu peux passer à quelqu'un d'autre le temps que je réfléchisse? On coupera au montage. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est prêt? Bon, allez, moi je me lance. Allez. Moi Merci. je pense que c'est la première fois où on a testé la macaire sur un animal, un cochon. Et donc voilà, moi je suis ingénieur, j'ai jamais mis les pieds dans un bloc opératoire. Et donc avec Pierre-Antoine et un autre ingénieur, le 3 avril, pour la première fois, on teste la macaire qui est nouvellement prête. On l'avait fini à 5h du matin et à 8h. On débarque en bloc et on teste la machine en fait. Okay. Et donc c'était prévu que pendant 1 heure, on la teste sur le respirateur artificiel qu'ils avaient là-bas. Et après qu'on teste le macaire. Et en fait, le respirateur artificiel a lâché. Et en fait, au bout de 5 minutes, on doit utiliser le macaire. Et on s'en est vraiment sorti avec succès et on a fait respirer un cochon avec succès pendant 4 heures. Et c'était au bout de combien de temps après le tout début de l'aventure? Il faut s'imaginer qu'on commence l'aventure le 16 mars et on teste pour la première fois la machine le 3 avril. Et en fait, je crois que je partagerai avec Baptiste cette anecdote, puisqu'on l'a vécu ensemble, dans un état de fatigue avancé. 16 mars, Quentin me passe un coup de fil, il est avec Baptiste, ils veulent faire un respirateur. 3 avril, on fait respirer pendant plusieurs heures un animal grâce à une machine qui a été conçue dans l'intervalle, sans transiger sur les autorisations réglementaires, sans transiger sur la rigueur scientifique. Et on se rend même à peine compte, tellement on est fatigué, tellement on est dedans du moment historique qu'on est en train de vivre. Il faut s'imaginer que la machine a été terminée par les À ce ingénieurs. moment-là, on est en plus à pleine nuit. Nantes, on est au centre, on est au CEA, on a déménagé dans la nuit aussi. Enfin, c'est On a traversé la On France. vient juste d'arriver au CEA. Genre la veille, on arrive au CEA. On va revenir là-dessus sur votre arrivée au CEA. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé avant. On va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Mais ok, est-ce que Grégory, Quentin, vous avez retrouvé une petite anecdote un peu différente de celle de Baptiste Ouais, moi elle est un peu moins collective, mais elle est effectivement symbolique de C'est quand t'es à passé à fois, la télé, c'est ça? Non, à la fois l'excitation, mais je me souviens de ce moment où effectivement je débarque sur le projet pour essayer de soutenir la communication et où en fait le constat c'est il faut arrêter de communiquer, il faut surtout pas communiquer parce que on doit prendre le temps de travailler sur le projet. Et je sais pas, quelques jours après, j'ai un appel de France 2 qui dit ok, on a chopé vos vidéos sur YouTube, il est 12h24, on va les passer au 13h, est-ce que vous pouvez nous faire quelques commentaires? Et sauf qu'on avait décidé, je sais pas, 24 heures avant de dire bah non, il faut fermer les vannes de la communication et pas le dire. Oui, puis alors, faut voir à quoi ressemblent les vidéos à ce moment-là. T'as des chambres à air cloutées sur des planches qui se gonflent. Enfin, c'est pas du tout Et on un gonfle des dispositif préservatifs, médical. tu vois. C'est-à-dire que nous, on sait à quoi ça va ressembler à la fin. Parce qu'on a une vision d'ingénieur. Mais il faut voir que nous, à ce moment-là, au moment où on se dit il faut que Madame Michu voit ça en disant on va vous sauver la vie avec ça. Ils gonflent des préservatifs, les mecs. Non, faut surtout pas Et donc, que les gens voient ça. Tu dis au mec de France 2 à 12h24, bah non, en fait, mec, il faudrait que tu fasses disparaître ces vidéos et que en fait on prenne pas la parole. T'annules le reportage. Et t'annules le reportage. Et comme globalement tout le monde est bienveillant sur le projet, ils ont annulé le reportage, ça s'est bien passé, mais c'était un espèce d'épiphénomène là important là dans ce Des moment génies à Nantes gonflent des préservatifs. C'est ça, avec un petit mécanique. Mais d'ailleurs, ça c'est une question que j'avais plus tard, mais je la posais maintenant parce qu'on en parle. Pourquoi avoir fait des vidéos au départ que tu communiquais un petit peu avec les vidéos, notamment Quentin que je regarde. Vous avez commencé à faire des vidéos, à les mettre sur YouTube, mais au final, vous vouliez pas qu'on vous contacte, vous vouliez pas communiquer, donc au final, pourquoi communiquer vers l'extérieur pour Alors, au final dire non? Je vais expliquer ce point-là parce que c'est un point important dans la réflexion de comment le collectif a été construit. Quand on a construit le collectif, donc c'est Valérian, Baptiste, Emmanuel Feller qui bosse déjà avec moi, qu'on a oublié de citer depuis le début. Et au début, on est vraiment 4 dans. Enfin, Emmanuel est chez lui, mais dans le labo, on est 4. Et Pierre-Antoine à qui on a filé des coups de tel, qui au début se demande un peu combien on est fou ou pas et commence à rentrer dans le projet. Et en fait, On est en plein confinement, tous en télétravail. globalement, Baptiste et Valérian, c'est des gens intelligents, donc tu leur donnes des problèmes, ils règlent les problèmes, tu vois, et ils se mettent à régler des problèmes. Et moi, je vais être très franc, en dessin 3D, bah, je suis pas bon. En électronique, je suis Pas bon grand chose pas finalement. bon. T'as fait des trucs quand même. Non, mais j'ai fait des trucs plusieurs fois, mais mes compétences en ingénierie sont pas spécialement sur ces points-là. Mais c'est pas ça.
Par contre, ce que je vois, c'est qu'on va avoir besoin d'aide. Et très, très rapidement, je me rends compte qu'on va vraiment galérer sur plein de points. Et du coup, je commence à chercher de l'aide. Et en fait, à ce moment-là, il y a plein de projets de ventilateurs dans le monde qui se créent, des trucs, des machins. Et moi, je passe un temps assez fort en fait à chercher des ressources. Donc notamment au début j'ai cherché le cahier des charges et pendant ce temps-là Baptiste Valérian vraiment il rentre dans les circuits aérauliques etc, il rentre vraiment dans le concret et moi j'ai cherché des ressources et je trouve d'autres projets de ventilateurs et dans les autres projets de ventilateurs je vois plusieurs patterns, je vois des gens qui se mettent à complètement s'isoler entre eux et faire des trucs qui déjà moi en parlant à des médecins je me rends compte que ça va être une catastrophe et il y a eu des sujets catastrophiques, on reviendra pas dessus mais il y a des sujets catastrophiques et des gens qui ont fait du mal à beaucoup de projets parce qu'ils sont rentrés dans un effet tunnel en rentrant dans un truc complètement égocentrique sur eux-mêmes et il y a d'autres projets au contraire ils ont beaucoup communiqué sur l'idée de on va faire un ventilateur et du coup il y a 6000 personnes dans un Slack et en fait c'est déjà le bordel organisationnel et ils sont en train de mettre en place toute une bureaucratie, des comités, des machins, le tout en anglais, en se posant des questions de faut-il de l'écriture inclusive ou pas. Attends, la question les gars c'est quoi le cahier des charges, comment on fait un respirateur et ils sont dans une question de construire l'OMS et pas du tout de construire un produit. Et donc je me pose la question de comment on trouve un juste milieu, comment on va chercher de l'expertise et en même temps comment on réussit à avancer. Donc à ce moment-là, je me suis mis un peu en interface entre le monde et notre équipe avec quelque chose de très violent pour empêcher trop de gens de rentrer dans l'équipe. Pour que Baptiste, Valérian, Emmanuel, puis progressivement, on a intégré Gabriel, Pierre, etc. On a commencé à intégrer des gens pour que, en fait, ces gens-là ne puissent pas, en jouant un grand rôle de filtre pour construire un noyau corps fort. Et du coup, j'enregistrais ces vidéos-là parce que je voulais que les gens comprennent la philosophie du projet, où on en était, pourquoi. Et c'est pour ça que dans ces vidéos-là, j'expliquais qu'il y avait une dimension réglementaire dont on était conscient, mais qu'on savait pas comment la traiter, etc. Et si tu regardes bien, j'ai jamais tweeté ces vidéos-là avec mon compte Twitter. Non. C'est-à-dire qu'en fait, les vidéos existaient comme niveau d'information et elles circulaient essentiellement dans des groupes Telegram. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'essayais de trouver les bonnes personnes pour nous aider. Et je sais que le samedi, donc on commence le mardi à bosser, le samedi je reçois un coup de téléphone, bonjour, je m'appelle Eric Hennecker, je dirige la société Diabeloop, on fait des dispositifs médicaux, j'ai vu votre projet, est-ce qu'on peut avoir une discussion? Et là dans ma tête ça fait yes, parce qu'en fait j'ai aucune idée de comment on fait un dispositif médical. Par contre je cherchais le moyen d'infiltrer les bons réseaux. Et c'est comme ça que tu fais quand tu fais de l'open source en fait. Si quand tu lances un projet open source, tout de suite tu t'embourrines et tu rameutes plein de gens, en fait, tu as plein d'issues, plein de communications, plein de trucs, mais il n'y a rien qui se produit. Et en fait, il faut trouver les gens experts de ton domaine qui vont t'aider. Tu vois, Chris, quand il libère Sonic, ça ne peut fonctionner que parce que Valérian a tapé toute la base du code. Et après, tu vas chercher des experts pour t'aider dans des trucs. Et en fait, ça, c'est construire un réseau. Et pour une fois, on était sur un truc où, dans mon réseau, on était un peu sec, en fait. Et on était tous très secs dans notre réseau sur plein de sujets. On travaillait à fond, enfin, on travaillait tout le temps. Le collectif s'est élargi, c'est-à-dire qu'on passe de 5 personnes à quelque chose comme 10-15. Et en fait, c'est important. Quand tout le monde est en confinement, en télétravail, il faut donner des nouvelles un peu à tout le monde pour voir où on en est. Et puis comme ça, tu peux commencer à avoir de nouveaux membres et puis acculturer aussi tout le monde. Et puis les vidéos, elles sont enregistrées. C'est un plan séquence. Il n'y a pas de on la refait pas. Hein. Au moment où je dis on va faire le point de la journée, je fais le point de la journée en mode vlog et on est parti. Et en fait, ces vidéos, elles existent pour ça. Et donc c'est comme ça qu'on a agrégé le collectif parce qu'en fait, ça me permettait de faire le point sur ce qui se passait en collectant les informations de tout le monde et ça me permettait de faire redescendre l'info. Et on les a toutes mis hors ligne à un moment parce que comme on devenait visible des journalistes, ils voulaient les utiliser et factuellement quand tu sortais du projet 2 minutes et que tu regardais la vidéo, tu te disais faut pas que les gens regardent ça, pour le grand public, quand t'as pas un point de vue ingénieur sur le sujet, c'est anxiogène. Ok, donc en gros, communiquer, mais pas trop non plus pour pas que ça rameute tout le monde, mais juste les spécialistes. Quoi. Ça fait perdre du temps, c'est-à-dire que là, le temps était une ressource dont on manquait et on allait vraiment à fond. Hein. On travaillait 18 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y avait vraiment la contrainte de temps. Et si on avait l'armada journalistique qui nous débarquait dessus trop tôt, on allait perdre un temps colossal. Ok. En plus d'être contre-productif, parce que des chambres à air cloutées sur une planche, ça n'est pas... c'est pas un device produit médical. Au moment où tu le construis, toi tu sais que tu es en train de construire un circuit aéraulique. Et en fait, tu es en plein confinement, le début du confinement.
pour se remettre dans la position, avoir le moindre approvisionnement, c'était l'enfer sur Terre. Et donc en fait, avoir une chambre à air, en fait c'était le seul circuit aérolique qu'on pouvait construire, parce que c'était le seul truc qu'on avait de base. Mais bien sûr qu'on savait qu'on allait mettre un vrai tuyau après, etc. On était tous dans cette idée-là. Mais factuellement, avoir, c'était une chambre à air avec des clous, quoi. Ouais. Okay. On va revenir sur le détail de tout ça plus tard. Greg, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on se trouve, dans le micro, où est-ce qu'on se trouve et décrire ce qu'il y a autour de nous? Ouais, on est dans ce qu'on appelle la salle des coffres, c'est-à-dire la salle de conférence du Palace, donc du campus de start-up. Et dans cette salle des coffres, il y a plein de types avec des gros cerveaux qui ont mis un bazar incroyable. Et donc en fait, qu'on transformait une salle de conférence traditionnelle, tu vois, avec la moquette et puis des estrades, en Fab Lab, voilà. Et on est vraiment entouré de respirateurs, de bobines, de tables dans tous les sens, d'écrans de développeurs, d'imprimantes 3D, des cartons en pagaille. Donc c'est 300 mètres carrés d'un gentil bordel organisé, parce que malgré tout ça tourne. Mais voilà le paysage, quoi. Ça va beaucoup mieux là. Quand les gars t'ont contacté pour squatter, tu savais pas que ça allait être un bordel comme ça maintenant là. Ouais, en fait, arrivé, il y a juste à voir Baptiste, Valérian. Je n'aurais jamais dit oui. Du coup, j'ai même fait le déménagement. Je suis allé les chercher un dimanche matin parce qu'ils étaient encore hébergés chez Crisp. Tout rentrait dans ma voiture, tu vois. Quelque chose près dans un grand coffre, mais tout rentrait dans la voiture. Là aujourd'hui, je pense qu'il faut 2 camions. Je te confirme qu'on est rentré du CEA avec 2 camions en fait. Donc techniquement, il nous faut 2 camions pour mettre tout le bordel. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà raconté pas mal dans la presse, mais j'aimerais bien quand même que vous le racontiez en version peut-être short, notamment Quentin, c'est à toi que j'ai posé cette question-là. Est-ce que tu peux raconter d'où est venue cette idée? Alors, c'est quoi le momentum précis où tu t'es dit bon, on va faire un truc, puis tu t'es lancé quoi. Je pense qu'un peu comme tous les entrepreneurs, au moment où le confinement commence, c'est un peu le moment où on se met tous sur cette histoire de bon, en fait, c'est quoi cette histoire de pandémie? Parce qu'avant, sinon, on a nos histoires et des fois, ce qui se passe dans la presse et dans l'info nous concerne moins, enfin, on est moins dessus. Et en fait, à ce moment-là, on prend les chiffres. J'étais avec ma copine à la maison et je prends les chiffres et je me dis, il y a un problème de ventilateur en fait avec. Enfin, tu vois, t'as ce moment où t'as trop de gens que tu vas mettre sous ventilation mécanique parce qu'ils font un SDRA en fait, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et du coup, comme en fait le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est pas un truc qui arrive toutes les 2 minutes non plus en médecine au quotidien. En fait, des ventilateurs faits pour gérer de la SDRA, il y en a pas des tonnes en fait. Ça ne sert à rien le reste du temps. Enfin, on n'a pas besoin d'en avoir 6000 dans un CHU. Et en fait, à ce moment-là, il est clair que ça va être la chose qui est mise sous contrainte. Et je file un coup de tel à Baptiste qui était déjà en train de regarder les trucs du MIT. Exactement ce qui se passait, c'est que nous, le jour même, en fait, on commençait à étudier pour faire un prototype de respirateur. Et en fait, comme par hasard, on reçoit l'appel de Quentin. Et voilà, on se dit, c'est parti. On y va. On arrête tout ce qu'on fait, on y va. Et là vraiment, nous on arrête tout ce qu'on fait. Et le pire c'est que le lundi, je quitte le Palace en disant à un des employés du Palace, je pense que la semaine prochaine, je reviens ici et je mets en place une fabrique de respirateurs. Et je sens bien dans les yeux de la personne qui me dit en face, oui, on verra. Quentin a complètement picolé, encore une fois il dit n'importe quoi. Et le dimanche on était là et on commençait à foutre le bordel. Le mercredi on avait les premières personnes qui ne viennent pas de Nantes qui commençaient à vivre sur place. Le jeudi on était tous confinés dans l'hôtel d'à côté et on était 30 à bosser full time. C'est-à-dire qu'on a enregistré je crois les Growth Tech dans cette même pièce je crois au mois de mars, au mois de février. C'est une des premières fois que je venais dans cette pièce-là. C'était magnifique, c'était bien structuré avec des estrades, etc. Là, on est dans la même pièce et c'est un joyeux chaos. C'est-à-dire qu'il y a des tables partout, des imprimantes 3D, des fers à souder, des câbles dans tous les sens. Et c'est incroyable comment ce lieu a complètement changé d'âme en un mois. PA, tu voulais dire quelque chose? Je crois que c'est important c'est chouette de voir à quel point on a déjà pris du recul sur notre propre histoire.
Mais ce qui est difficile à reconstituer, c'est à quel point l'incertitude marque chaque étape de la progression du projet. Et effectivement, quand en tout début de confinement, Quentin m'appelle, d'abord tout le CHU est en train de se réorganiser, hein, c'est absolument monumental, c'est 12 000 salariés, il y en a à peu près 4 000 qui ont été directement impliqués dans le Covid, donc tout le monde réorganise ses services, l'AREA, mais pas seulement, l'organisation du télétravail, et fondamentalement, la phrase dont on devrait tous se souvenir, c'est « on ne sait pas ». On ne sait pas si on a des masques, on ne sait pas si on va avoir besoin des masques, on ne sait pas si on va avoir assez de curares, on ne sait pas si on va être capable de réorganiser d'augmenter notre capacité jusqu'à la tripler, hein, notre capacité en ligne de réanimation. Et oui, on ne sait pas si on a assez de respirateurs en France, on ne sait pas si on va en manquer dans le Grand Ouest. La réponse que je donne à Quentin, c'est probablement pas dans l'Ouest, ou en tout cas, on manquera d'autres choses avant de manquer de respirateurs. Mais ça ne veut pas dire que le défi ne vaut pas la peine d'être relevé. Oui, puis de toute façon, ce respirateur, depuis le début, avait vocation, et ça l'est, d'être open source, et du coup de servir pour des pays peut-être plus pauvres, qui ont moins de moyens. Avec une vision France, au début etc., qui n'était pas exactement la même. Moi, je pensais que tout le monde pouvait assembler son respirateur. Et en fait, l'une des grandes découvertes de la qualité réglementaire, donc c'est très important à comprendre, mais au moment où Eric et Marc, donc de Diabeloop, rentrent dans le projet, ils changent beaucoup notre vision aussi du projet, parce que c'est eux qui nous ont appris ce qu'était de créer des dispositifs réglementaires. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu Eric et Marc en vrai, et j'ai l'impression de les connaître depuis 10 ans, parce qu'en fait, on bosse tout le temps ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un dispositif médical, ce qui est certifié, c'est pas ses plans. C'est son processus industriel de conception. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on a été obligé de shifter légèrement notre approche, parce qu'en fait, tu peux pas imprimer ton respirateur chez toi et t'en servir. Enfin, et demander à un médecin de s'en servir. Parce qu'en fait, ça ne sera jamais réglementaire. Okay. Et ce serait une pratique illégale de la médecine, et ce serait assez grave, en fait, juridiquement. Tu peux pas demander ça à des médecins. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer des plans open source, et avoir plusieurs industriels qui s'en emparent, les produisent et permettent, avec cette conception faible coût, etc., d'obtenir un agrément rapidement pour le distribuer en masse. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend à T+10 jours, quoi. En tout cas, c'est une valeur qui, paradoxalement, vient d'un milieu de la santé qui est très bloqué par ces normes et qui, pourtant, retrouve une valeur qui est très connue dans le monde de l'entrepreneuriat des startups. C'est-à-dire que c'est pas l'idée qui a de la valeur, c'est l'exécution. Et donc on retrouve ça dans la mise sur le marché d'un dispositif médical. L'idée, le fonctionnement, c'est très bien, mais en fait la valeur, la barrière d'entrée sur le marché, c'est toute la validation réglementaire qui certifie le processus de fabrication de A à Z. Pourquoi ? Parce que dans la santé, le coût des erreurs n'est pas celui qu'on peut avoir dans du logiciel. C'est avec la vie de patients en réanimation que l'on joue, entre guillemets, et donc on a une tradition de normes, de vérification, quelle que soit l'innovation et quelles que soient nos croyances vis-à-vis de cette innovation. Et c'est ça qui a tué un certain nombre de projets de respirateurs open source, c'est qu'en fait, c'est des gens, ils n'ont pas réussi à faire le pont avec la santé, à se comprendre et à absorber la différence culturelle. Donc il y en a beaucoup, ils ont fini par tout vraquer sur GitHub en disant hey, c'est open source, maintenant nous on a fait notre job, démerdez-vous. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, t'as rien fait. Parce qu'en fait, ton machin, il gonfle des capotes, point barre. Pour que ce soit accepté, un dispositif médical, il y a deux choses essentielles à avoir. C'est les certifications réglementaires en termes de biocompatibilité, de risque électrique, etc. Tout ce qui fait qu'un appareil, tu peux le distribuer. Donc que ce soit la non-diffusion de particules, le fait que l'électricité soit jamais gérée. Parce que tu vois, s'il flambe... Des questions sur tout, même les vis, les tuyaux qu'on utilise, tout. Il faut que tout ça soit dans une liste. Et quand tu fais ton dispositif, chaque vis, t'as une rêve de vis. Tu ne changes pas de rêve de vis au milieu de ta série. Changement de rêve de vis, recertification. Enfin, vraiment, faut voir. Et quand on vous dit ça, c'est le moindre point de colle, le moindre machin. Vous faites une pièce, elle est normée, vous avez besoin de la recouper pour qu'elle rentre, elle n'est plus normée. Donc, en termes de logiciel, c'est-à-dire que nous, start-upers, on est habitués à faire du logiciel. Le logiciel, dans nos métiers, chez Clever, chez Crisp, on le met à jour 10 fois par jour. Enfin, c'est pas un problème. Là, sur un respirateur,
Ça marche pas comme ça. Tu dois le considérer comme une pièce mécanique. Donc ça, c'est la première partie de ce qui fait la norme. Et le dispositif médical, la deuxième partie, c'est l'étude scientifique. Et là, l'étude scientifique, c'est des médecins qui prennent en charge une notion. Je vais essayer de vous le transcrire en vocabulaire start-upper, mais l'étude scientifique, si vous voulez, c'est des gens qui écrivent à propos de ce que vous faites, qui génèrent des résultats, mais en vrai, ça ressemble plus à de l'influence sur Instagram d'influenceuses dessus. Si vous voulez, c'est pas une spec. Pas possible. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Monsieur Bourdin. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est une étude scientifique. Oui, elle répond à sa temporalité propre. Et c'est avec toute la tête froide, la froideur d'une étude scientifique. C'est sûr que quand on est en période de crise, cette froideur, cette rigueur scientifique, elle n'est pas facile à intégrer, à accepter, y compris dans notre c'est pas ça que temporalité. Je veux dire. C'est le fait que l'étude scientifique, ce qui la valide, c'est pas ce qui est écrit dedans, c'est les noms des gens qui l'ont écrit. Clairement. Enfin, et ça se sent, c'est vraiment les noms des gens en première page. Non, Alors, on va pas débattre de ça aujourd'hui. On va s'arrêter sur ce sujet-là. Moi, PH, j'étais intéressé de savoir, au moment où Quentin, si c'est Quentin qui t'a contacté, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital à ce moment-là? Quelle devait être ta mission? Et comment tu as réussi à t'organiser pour, d'un coup, arriver ici, tu vois Qu'est-ce que t'as dit l'hôpital? Non, vous restez là. Alors il y a deux aspects. Moi, je dirige un service qui s'occupe plutôt des données au CHU, et donc j'organise mon service pour qu'on soit aussi efficace qu'à la normale, mais chacun étant chez soi en télétravail. C'est la même chose. Donc un enseignant-chercheur en faculté de médecine, il a trois missions. Une mission hospitalière, une mission de recherche, je dirige une équipe de recherche, donc c'est pareil, une quinzaine de personnes, des doctorants, etc. Et puis il y a aussi toute la question des cours. J'avais des cours de programmer en première année de médecine, donc il faut les enregistrer, les préparer, etc. Un de mes soucis, c'est de répondre à Quentin, de lui donner les bons éléments pour les faire progresser, sans gêner tout l'hôpital qui est en train de se réorganiser. Et donc on a été, dès le vendredi matin, je suis à l'école des infirmiers anesthésistes réanimateurs diplômés d'État. Je récupère un mannequin qui a été une des stars des vidéos de Quentin, des ballons, des thèses, du tuyau, etc. Donc je fais ce lien en étant assez parcimonieux, pour pas consommer du temps à un hôpital qui est en train de se préparer à une vague. Et malgré tout, la vague, on l'a connue. En nous aidant beaucoup, parce que nous, à l'époque, on était avec des pièces imprimées en 3D, on commençait à avoir un proto, mais globalement, on le testait sur des préservatifs. Et ça a vachement aidé, parce que d'un coup, on a un mannequin, on a du matériel, et là, on peut brancher ce qu'on peut appeler un pré-macaire, enfin, une ébauche de trucs, quoi. Et on le branche sur le mannequin fourni par Pierre-Antoine, et en fait, on voit que ça marche. Ok. Alors, Pierre-Antoine, t'es une personne qui a été contactée par Quentin, mais il y a d'autres personnes ici qui sont normalement dans cette pièce en train de travailler, qui se sont rajoutées au projet, des gens de Paris, peut-être d'autres endroits, je sais plus, de Vendée aussi, je crois. Il y a notamment Gabriel qui est juste derrière, que vous avez contacté via Twitter. Baptiste, c'est ça que tu me disais. Gabriel. Est-ce que tu peux raconter, ça? Est-ce que tu peux raconter, Ouais, Baptiste, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que Gabriel entend parler du projet, il va sur notre GitHub et il ouvre une issue sur GitHub, un petit commentaire en disant bah voilà, vous utilisez un capteur de pression. Moi, je pense que c'est pas bien comme capteur de pression. Dans mon métier, j'ai l'habitude d'utiliser des capteurs de pression. Je peux vous aider. Il s'avère qu'on l'inclut dans le projet et il vient nous aider sur d'autres sujets que les capteurs de pression. Au début, Gabriel, on travaille ensemble sur Telegram à distance. Il est à Paris. Et en fait, à un moment, il se rend compte que moi, j'imprimais les pièces ici, que lui, il fallait qu'il modifie les plans. À un moment, il se dit, c'est plus possible, je viens. Et donc, il vient, Gabriel. Et cette histoire se multiplie pour cette histoire Pierre, se multiplie, pour exactement. Vincent, Plein de pour gens Morgane, pour Chérine. Plein de gens débarquent et on se etc., débrouille. etc. Aujourd'hui, Gabriel, il dort chez moi. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Et tous les gens qui travaillent sur le Macaire, c'est ça. On a l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Et en plus, Gabriel est arrivé super humble sur cette question de capteur de pression. Là-bas, en fait, t'as des bandes tests de capteurs de pression. T'as à peu près tout ce qui se fait comme capteur de pression sur le marché. En fait, c'est le bidule de Gabriel, parce qu'il bosse un peu pour son client aussi. Et en fait, c'est le bidule de Gabriel. Il était vraiment expert, en fait, des capteurs de pression. Et ça va être très dur quand vous allez devoir vous séparer. Là, ça va être un peu la fin de... On va pas se séparer comme ça. Est-ce qu'il y a une fin à ce projet-là? Ça devait être dans mes questions
plus longtemps Il n'y a après, pas mais- vraiment de fin parce qu'en fait il y a des missions différentes qui s'arrêtent à des moments différents et puis chacun a des exigences différentes de reprise de son boulot pas pareil. Donc globalement quand on est rentré de Grenoble, les gens qui étaient à Grenoble, on s'est plus ou moins tous, on était moins présents. Donc la partie très intense de conception, effectivement, elle est finie. Pour autant, il y a encore du boulot et c'est assez compliqué parce qu'on a tous repris plus ou moins le boulot normal à côté et on fait ça en plus et on fait tout rentrer dans la même journée, ce qui fait des journées très longues. Mais aujourd'hui, on est dans un temps plus lent de l'assertif, de l'indus, etc., qui est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup de papier, quoi. J'ai une question un peu chauvine, entre guillemets, je vais te la poser à toi, Greg, mais tout le monde pourra donner son avis. C'est est-ce que ce projet aurait pu avoir lieu dans une autre ville qu'à Nantes? Oui. Je posais la question. Probablement, j'ai envie de dire oui, parce que c'est le genre de truc, tu sais, on a tous envie de se dire le jeu à la nantaise, la culture nantaise, etc. J'ai envie de dire oui, mais sans exclure que l'idée que probablement à Nantes, il y a une communauté, un écosystème, il y a des connexions, il y a une taille de ville, il y a une densité qui a probablement un bon mix pour que ce soit possible de le faire ici. Mais surtout, ça a été possible parce que il y a vraiment, moi je le dis toujours avec grande modestie, j'ai pas fait grand chose dans le projet, probablement que j'ai été utile, mais j'ai pas fait grand chose, je suis pas contributeur de l'ingénierie. Mais il y a des gens brillants à la base, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens brillants et il y a une capacité de ce projet à avoir attiré des gens brillants, c'est-à-dire le brillant attire le brillant. Et ça c'est magique et effectivement ça a dépassé largement les frontières de Nantes. Je pense qu'il y avait un bon terreau, mais il y avait surtout des bonnes tronches à la base et les bonnes tronches elles auraient pu exister ailleurs. Bon, moi, Le projet il est pas seulement nantais, Oui. sans Paris ça se fait pas parce que l'équipe de Diabloop elle est à Paris, sans Grenoble ça ne se fait pas. Encore une fois, le CEA Grenoble, point très très important dans le projet, sans le CEA ça se faisait pas cette histoire. On a aussi récupéré plein de Brestois, le projet il est fort, ok, les Brestois. le labo est à Nantes, mais disons qu'il y a peut-être une explication de pourquoi ça part d'une ville comme Nantes et pas comme une ville comme Paris. Je pense que ça aurait pu arriver dans d'autres villes que Nantes. Mais je pense qu'un projet similaire aurait pas pu se faire initialement à Paris pour différentes raisons. Je pense déjà que l'avantage que Nantes soit une ville plus petite, ça a permis au tout début, Proximité. on a pu trouver des pièces. Tout simple, mais on est la première semaine, il a fallu qu'on se débrouille à trouver des vis, de l'électronique 44. Enfin, ça n'aurait pas été possible en une ville comme Paris. Paris, c'est beaucoup plus grand, ça n'aurait pas été possible. je vous laisse imaginer les calls hallucinés que je fais à toutes les grandes surfaces de Nantes en leur demandant mais est-ce que vous avez des gonfleurs de matelas? Est-ce que si je pars maintenant, vous pouvez garder le magasin ouvert, j'ai besoin d'un gonfleur de matelas? Je sais pas pour qui les gens des Leclerc et autres Auchan de la métropole c'était me super pensent drôle. ceci parce que j'étais une espèce de taré qui voulait un gonfleur de matelas. Et ils te les ont gardés. On pouvait prendre comme notre voiture, tu ils vois, ont- pour aller chercher ce. Et ils ont joué le genre jeu de justement. matériel. Ça finit comment cette histoire là qu'on t'appelle les grandes surfaces? On a eu des gonfleurs de matelas. Ouais, on les a vraiment eu. Peut-être une remarque, d'abord sous la forme un peu américaine. Moi, j'ai passé 7 ans à San Francisco et j'ai trouvé dans ce groupe que ce qu'on appelle des A-players. C'est-à-dire des mecs qui savent très bien, même s'ils sont un peu jeunes entrepreneurs ou avec un putain de caractère comme Quentin, c'est des gens qui savent très bien qui ils sont, ils n'ont pas besoin d'écraser les autres, etc. Et ces gens-là, quand on les met ensemble, en fait, ils entrent en émulation. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. Chacun à sa place, chacun avec ses compétences, son expertise, son passé. C'est vraiment les A-players qui rentrent en émulation les uns avec les autres versus les B-players qui sont plutôt à se tirer vers le bas et à chacun protéger son carré. Si je te la fais en version France Culture, la valeur qui nous rassemble, c'est la xénophobie. L''A privatif, xénophobie. L'absence de peur de ce qui est étranger. Et en fait, on a dans ce groupe des mecs qui font « Ah putain, t'es différent, c'est trop cool !» Donc, on va pas chercher l'autre pour se comparer, etc. Non, tout il est différent. Il a des trucs à dire et il est incroyable. C'est Baptiste beau, est un type incroyable avec Et oui, Valérian. je suis incroyable, il faut le dire. Crisp, je comprends pas toujours très bien ce qu'ils font, mais c'est des types absolument incroyables. Quentin est un type incroyable et on est extrêmement différents et il n'y a pas de hiérarchie de valeurs ou de comparaison qui tiennent. C'est pas la question. On est là tous ensemble et on a relevé le défi un peu fou de construire ce respirateur Macaire.
Et pas Grégory seulement est des incroyable ingénieurs. Il y a des Absolument. des gens Alors, qui sont j'ai venus- oublié de le dire. Bon. Mais Grégory est incroyable. Morgane et Sandra qui sont venus faire les approvisionnements. Je vous laisse imaginer, t'es en pleine zone de confinement, personne n'arrive à bouger des pièces. Et là, tu dis à Morgane et Sandra, j'ai besoin de tel ref de capteur. Trouve-le et fais-le venir le plus vite Ce possible. serait bien qu'on l'ait dans Enfin, 3 heures en fait. C'est un cauchemar de trouver des trucs comme ça. Enfin, mais c'est des moments de folie furieuse. Il y a des trucs qui sont passés par l'Elysée pour nous ouvrir une frontière pour un camion de livraison. Enfin, des trucs, mais avec des enjeux où on s'engueule avec des gens au téléphone pour des questions où en fait on fait venir un capteur ou un composant, on n'a aucune idée de s'il nous sert vraiment à quelque chose à la fin. Là-bas, t'as un tas de trucs, on les a fait venir parce que c'était une vraie opportunité, c'était une vraie thèse, ils ont été testés 30 minutes, et au bout de 30 minutes, on les a remis dans le carton en disant ça ne marchera pas. Tu parlais justement du fait que sur certaines demandes que vous avez faites, l'État vous a ouvert des routes ou je sais pas quoi. Ouais. Quel a été justement votre rapport avec l'État Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce que vous avez eu des passe-droits particuliers? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça? Est-ce que c'est Je le pense cas que naïvement, alors on a été aidé, on n'a pas été aidé par l'État. En fait, l'État c'est pas monolithique. L'État c'est quelque chose de compliqué, de pas uniforme et qui n'a pas de direction globale. C'est assez surprenant. Et donc il y a des parties de l'État qui nous ont aidés. Donc l'AID. On a déposé un projet à l'Agence d'innovation de la Défense, ils nous ont financé et ils nous ont nommé un correspondant, et quand on lui demande un truc, ce mec-là pousse tant qu'il peut pour que ça se produise. Le CEA, qui est une partie de l'État, qui nous a aidé très fort en mettant à disposition son financement, ses bureaux, ses chercheurs, son réseau, et en même temps le CEA lui-même étant une organisation très complexe, il y avait des gens du CEA qui tiraient dans les pattes des autres gens du CEA. Et puis de l'autre côté, on a prévenu en permanence tous les ministères, les machins, etc. Beaucoup de gens nous ont dit c'est super bien ce que vous faites, merci. Et puis voilà. Mais pas de proactivité. Et puis en même temps, quand tu viens les voir avec un problème très précis, tu peux obtenir des problèmes. Moi, j'ai des gens à faire dormir à Nantes, il n'y a pas d'hôtel ouvert, j'ai besoin que vous fassiez ouvrir un hôtel. Ça a l'air con comme ça, mais faire ouvrir un hôtel en plein confinement, c'est monté très 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 haut dans la hiérarchie de l'État pour qu'un hôtel soit réouvert, et c'est passé par les correspondants locaux de la Directe qui ont fait leur boulot en fait ici de nous aider, et c'est un boulot qui est dur qu'ils ont fait, et ils nous ont aidés, mais c'est pas l'État qui se met derrière toi en tant que force uniforme. En tout cas, il y a un nombre d'actions qui ont été mises en œuvre absolument énorme. Faire atterrir des avions à Nantes juste pour nous amener du matos, réouvrir des avions, des aéroports, enfin il y a des pistes qui ont été allumées pour qu'on puisse faire atterrir des avions. J'ai des photos. En fait, je suis intéressé pour les avoir. Je crois que l'idée qu'il y a un État homogène qui pourrait se mettre en marche derrière nous, c'est une vue de l'esprit. En fait, il y a des gens qui prennent des risques mesurés dans un cadre institutionnel contraint et qui ont pris conscience qu'on est dans une situation hors norme, et ils agissent en conséquence. Et puis il y a des structures, il y a des process qui n'arrivent pas à se mettre à la hauteur des événements et qui deviennent finalement des contraintes pour un projet comme le nôtre qui a décidé d'avancer et qui a décidé fermement d'avancer. On l'entend dans la voix de Quentin. En fait, dans une crise, il y a des gens qui se révèlent et qui deviennent extraordinaires. Et puis, il y a des gens, ils prouvent leur médiocrité. Ok. On va parler un petit peu du respirateur en tant que tel, même si vous avez énormément communiqué dessus dans les médias, etc. Mais il y a certaines questions que je trouve assez intéressantes. C'est un truc que tu as déjà évoqué notamment, Quentin, sur la composition du respirateur, qui a des pièces. Vous avez fait exprès, en gros, vous avez fait exprès d'avoir des pièces qui ne sont pas des pièces de respirateur classiques d'hôpital pour ne pas justement demander ces pièces aux fabricants et du coup les limiter dans la production de respirateurs classiques. Mais c'est complètement dingue, c'est que initialement vous avez pris des batteries de scooters, on est dans les notamment. bureaux de chez Crisp, et en fait le nerf de la guerre de notre respirateur, c'est quand même de produire de l'air, générer un flux d'air. Et en fait, on ne savait pas comment gérer ce flux d'air. Au début, on parlait de gonfleur de camping, on a utilisé ça, et après on s'est dit mais ça suffit pas, faut gonfler beaucoup plus. Et en fait, on a eu des idées, et en fait on s'est dit pourquoi pas des moteurs de drone. Et donc on a démonté le drone qu'on avait fabriqué avec Valérian. Il gueulait un petit peu, ah non, on touche pas au drone. Du coup j'ai pris toutes les vis du drone, tous les moteurs, et on a réussi à faire une turbine avec ça. La turbine, elle était bien, mais elle allait pas encore assez haut en pression. Et par un jeu de relations, on se retrouve avec Henri Sédou de Parotte, et on dit bah voilà,
On a utilisé des moteurs de drone pour faire une turbine respirateur artificiel. On sait pas si c'est une bonne idée, mais on pense que tu vas nous aider. Et il dit, bah ouais les gars, c'est pas con. Je pense qu'on peut le faire. Je vais appeler mon usine en Chine et je vais voir ce qu'on peut faire. En parallèle, en Chine, ils rebobinent en urgence des moteurs. Ils nous les envoient. On arrive à faire des turbines avec Parrot. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec une turbine de classe médicale. Les deux premiers s'appellent 1 et 2. En fait, les numéros de série, c'est 1 et 2. Et on se retrouve littéralement, c'est un truc qui a été fait par nous grâce à Parrot. Ok, donc c'est Et des turbines tu vois, par hasard, tu vois, on se dit, c'est la pénurie, on n'a qu'une seule chose à disposition, c'est des moteurs de drone. Eh ben, on va faire un respirateur avec des moteurs de drone, tu vois. Et il se trouve que certains de ces moteurs sont qualifiés air médical, comme certains moteurs de jacuzzi. Et on a par là un moteur de jacuzzi qui délivre du 3 mètres cubes à la minute. Vous parlez de tout ça, des avions qui atterrissent, du matos que vous allez commander, Ouais. etc. La question c'est qui finance tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, Comment vous avez trouvé les fonds? Je voudrais vraiment adresser un merci à la Fondation de l'Université de Nantes et aux donateurs qui, avant la crise, ont dit bah voilà Pierre-Antoine, je te fais un chèque parce qu'on sait que tu l'utiliseras bien pour tes recherches. C'est cet argent-là, et vous pouvez encore envoyer des dons à la Fondation de l'Université de Nantes, qui est en fait capital parce que c'est des gens qui nous font confiance pour utiliser cet argent à bon escient. C'est relayé par l'AID qui accepte notre proposition de recherche, Quentin l'a évoqué. Et puis c'est aussi le CEA qui joue vraiment son rôle, qui dit nous on prend des projets et on les emmène vers l'industrialisation. Et donc ils ouvrent des lignes de commande pour qu'on puisse assurer les approvisionnements en vue d'une démarche industrielle. Et la région Rhône-Alpes et la région Pays de la Loire, en fait on n'a pas tous les dossiers de financement pour être honnête de ça, c'est en train de se settle. Donc plusieurs gens ont financé. En fait, il y a aussi des boîtes qui ont financé au démarrage chez CRISP et Clever qui ont commencé par financer. Des boîtes comme Parrot. Et puis après c'est Parrot qui a financé. Mécénat de compétences. ST Microélectronique, on les appelle, on leur dit on a besoin de puces. Et les mecs nous disent ok, mais c'est bien ce que vous faites. Et puis vous avez besoin de puces. On va vous envoyer des puces. Les mecs nous ont envoyé un camion de puces. Ils m'ont envoyé pour 45 000 balles de puces en fait. Genre sur un coup de téléphone. Ok, on les connaissait avant, mais voilà. Et en plus, on n'utilise que du ST dans toute la machine parce que ST c'est des très bonnes puces. Et du coup, on est sur plein de boîtes ont financé. Genre, je sais pas exactement qui a financé quoi pour l'instant, et je sais pas si un jour on arrivera à terminer les comptes, mais on a été financé par beaucoup de gens qui ont fait du bon boulot. Et le Maker, c'est aussi une aventure universelle, c'est-à-dire que tout le monde a contribué, les entreprises, les administrations, tout ça, et donc c'est pas qu'une seule entité, c'est vraiment une multitude d'entités qui ont vraiment aidé à... Des gens comme Tronico, ils nous ont mis à disposition des gens et des gens et des gens pendant des semaines, avec un boulot incroyable qui a été fait à ce niveau-là. Puis leurs usines de production se sont mobilisées également sur le sujet. Voilà, des gens comme Pesé, c'est un usineur dans la vallée de l'Arve, dans le Haut-Jura. C'est eux qui font les valves de haute précision là qu'on a designé et c'est eux qui les font. C'est un mec qui a bossé jour et nuit pour nous terminer nos protos. Et c'est des petites PME, et ça prouve que grosse boîte, petite boîte, recherche, public, indépendant. Gab, c'est un indépendant en fait. Donc lui, il met tout de côté et il va bosser gratos pour un projet. Tu vois, on est au Palace, ils nous font même pas payer la salle des coffres, tu vois, c'est gratuit. Tu sais pas ça encore. Alors on va... Il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de Grenoble et du passage à Grenoble. C'est très intéressant. Voilà, J'ai exactement. quelques formules à placer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à aller à Grenoble, quel a été ce moment de contact, et après j'aimerais, Greg, que tu nous racontes ce transfert de tout ce petit monde jusqu'à Grenoble, dans des bus, la nuit, c'est ça? Pas du tout. Exactement. Non. La jeunesse de Grenoble, en fait, c'est du coup, on commence à travailler avec le CEA parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on envoie une demande pour mettre au point un ventilateur mécanique. Il nous faut ce qu'on appelle un ASL 5000. L'ASL 5000, c'est un truc qui imite le comportement d'un poumon. C'est un appareil rare et cher. Il y a les simulateurs de vol, il y a les simulateurs de conduite, il y a aussi des simulateurs de poumons, et ça s'appelle un ASL 5000. Il y a quelques machines qui font ça très bien. C'est le truc de référence. Et du coup, on demande à tout le monde de nous trouver des ASL 5000. Et dans les contacts de Diabeloop, il y a le CEA, parce que le CEA est actionnaire de Diabeloop. Et en fait, ils appellent
ils appellent le CEA et en fait la personne au CEA qu'ils appellent venait d'avoir un coup de téléphone de Laurent Wauquiez qui lui disait il me faut des respirateurs. Et en fait, le CEA a commencé à travailler avec nous et en fait, c'est des vrais industriels, donc ils mettent en place ce qu'ils appellent un processus tapis roulant, donc ils concentrent les commandes, ils les sécurisent au CEA, ils nous font des impressions de pièces sur des machines un peu plus qualifiées que les nôtres. Et en fait, tu as un camion qui fait en permanence la transition entre Nantes et le CEA. Donc 2 fois par jour, on a de la livraison Grenoble-Nantes, Grenoble-Nantes. Et moi, j'ai un call tous les jours avec eux de synchronisation. Et en fait, à un moment, je me dis que les problèmes logistiques sont pénibles. Et je leur dis, bon, sinon on fait un autre truc, parce qu'en fait, entre confiner à Nantes et être confiné à Grenoble, notre vie va pas être très différente, parce qu'en fait, tous les gens du projet, on les avait confinés dans un hôtel pour pas qu'il y ait de risque. Parce que comme on bossait trop en interaction, on voulait pas que... en fait, nous, on vivait dans une bulle, et du coup, on était isolés. Et donc du coup ce serait plus simple si on venait tous à Grenoble, en fait on prend 2 bus et c'est plié. Et en fait ils nous font bah écoute on n'osait pas trop te le dire mais nous c'est aussi ce qu'on pense, on vous a préparé un bâtiment, tout est prêt, vous avez un labo etc. Et en fait on part à Grenoble comme ça en fait parce qu'en fait c'est plus simple d'un point de vue logistique. C'est complètement incroyable, on arrive, donc on prend tout notre matériel. En 6 heures, c'est-à-dire que le midi je dis aux gars vous avez envie d'aller à la montagne? Bon, ça s'est fait un petit peu différemment mais en gros on prend tout le matériel, on met dans des bus, on dort dans les bus et on arrive au petit matin à Grenoble. Et là, c'est la grande surprise. Enfin, c'est quand même magnifique, mais on arrive quand même dans un gros centre de recherche. Il y a des gens armés qui sont là pour faire la sécurité. On débarque. De l'énergie atomique. C'est quand même très impressionnant, tu vois. C'est surtout c'est flouté sur Google. C'est flouté sur Google Maps. Et là, ils sont quand même sympas et ils nous montrent un bâtiment qui s'appelle le Y-Spot avec une plateforme d'innovation interne. Ils nous disent, bah voilà, c'est ici que vous allez bosser. Vous choisissez où vous bossez dans les lieux. Maintenant, c'est chez vous. Et donc, on a mis tout notre matériel là-bas. Et puis, petit à petit, en fait, on a quand même imposé d'amener notre colonne de son. Hein, parce que, faut pas déconner. On peut amener notre colonne de son. Ils nous ont acheté une colonne de son. Oui, bon, voilà. Donc, on bossait comme avec notre univers makers, start-up, dans un autre univers. Ça s'est bien passé. On a fait un pas. Le CEA a fait un pas. Et globalement, on a fait le transfert entre nous, nos plans, nos prototypes. Bien plus délirant pour ce type de lieu. Ils nous ont en trouvé un accès 24/7. Ouais. C'est-à-dire qu'on entrait et venait n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce qui, dans un lieu avec ce type-là de sécurité, c'est surréaliste pour eux à mettre en place. Vous avez une bande de types qui sont déjà un peu fatigués, qui débarquent en bus. En 1h15, ils vous ont remonté tout un labo, ils vous ont retourné le tout nouveau bâtiment du CEA dédié à l'innovation. 1 heure après notre arrivée, on rentre pas dans les cases. Tout câblé, ils étaient impressionnés. En fait, il faut comprendre que moi quand je raconte l'histoire, c'est toujours la logique d'exfiltration, tu vois. T'as vraiment point de vue justement. Vraiment ce sentiment. En plus, moi, j'ai débarqué 2 heures avant le dernier départ du bus, je savais pas que j'allais aller à Grenoble, donc si tu veux, ça s'est décidé à 23h. C'est pas vrai, Greg, on savait tous les deux que tu allais venir à Grenoble. En fait, quand tu as décidé de partir à Grenoble, j'ai appelé Greg, j'ai dit il faut que tu viennes à Grenoble, ou je sais pas, mais je pense que ce serait une bonne idée. Et en fait, à ce moment-là, je sais que Greg va venir. Et ça a été quelques heures de décision. Et je me souviens très bien des 3 petits points qui s'arrêtent dans les messages, puis qui reprend les 3 petits points. Et moi, je sais comment ça va finir. mais c'est vrai que symboliquement, il y a vraiment ce sentiment, là, pour tout le monde, de vivre un moment à part, quoi. Ce truc où tu vois, ces bus qui partent de nuit vraiment. dans une ville vide, sur des autoroutes vides. Tu vois, il y a un côté Walking Dead dans le truc. Ouais. Toi, t'es dans ton bus. Tu sais que personne t'arrêtera, tu vois, que même si les flics devaient passer, tu dis non mais mec, nous on va sauver le monde, tu vois, et personne t'arrête. Vous aviez des petits passes particuliers. Mais oui 5 véhicules entre Nantes et Angers. 3 dans le sens inverse, 2 dans notre sens. 5 véhicules entre Nantes et Angers. Vous avez croisé? C'est tout. Pas plus. Pas mieux. Mais c'est vrai que c'était fou, c'est symboliquement ce trajet de nuit, cette exfiltration de ville vide à ville vide. Ouais. Fou. Avec PA à côté de moi dans le bus, qui est en train de débattre d'éthique avec des membres du comité d'éthique par texto à 1h du matin dans le bus. Des images assez surréalistes en fait dans le concept. Et puis il y a vraiment une ambiance, on parlait d'exfiltration, mais un peu caserne militaire aussi dans le sens humain, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde, le soir, on se retrouvait, c'était sympa. Et tu vois, ce qui est quand même incroyable au CEA, c'est les moyens mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on parle quand même de fabriquer des machines dans un dispositif qui appelle une salle blanche, qui est une espèce de grosse usine qui est encore plus propre qu'un bloc opératoire,
Et nous, on pouvait rentrer dedans. En fait. On rentrait dedans, on s'habillait, on nous faisait confiance. Et tout dans ce projet s'est fait comme ça. C'est-à-dire à la confiance. Et du coup, vous êtes resté combien de temps sur place là-bas? 3 semaines. 3 semaines. Après, vous êtes revenu et je sais que toi, notamment Baptiste, tu as fait des allers-retours avec toi, PA, pour aller faire des tests du respirateur sur le cochon. Bah, à la Non, fois. Baptiste, c'est quand on était à Grenoble, Baptiste et PA, ils se sont tapés des tests à Nantes et Brest. Où en fait, très concrètement, ils étaient à Grenoble, ils ont pris une bagnole, ils ont été à Nantes, premier stop de test, ensuite Brest et ensuite retour. Le tout de nuit. Donc, je te laisse imaginer dans quel état Et les mecs étaient en rentrant. on l'a refait une autre fois aussi. Note Nantes de vers Grenoble. taxi. Ouais, on est habitué maintenant. C'est très blockbuster américain cette histoire. Il y a un côté vraiment où tu vis ça, tu vois, t'es spectateur du truc et tu dis, il y a un côté, on est dans un film. Ouais. C'est certain, quoi. Le Ouais. chauffeur qui passe te chercher, qui te fait partir de nuit, les voitures qui se chargent à l'arrache. Arrivé, tout est fermé. Le week-end de Pâques, on l'a passé avec Baptiste dans un van avec 2 chauffeurs hyper sympas. Mais à 22h15, quand on se dit merde, faut qu'on dîne, en fait, c'est couvre-feu à Brest, c'est la veille de Pâques. Et notre. Bah, en fait, c'était des chauffeurs de VIP. Alors en fait, tu leur dis, bah, j'ai faim, ils trouvent à manger. Et 2 kebabs, sauce blanche harissa, avec des frites. Et voilà, tout est fermé, ils se démerdent, ils rouvrent le store et on mange. Maintenant, j'ai envie de parler un peu des rencontres. Vous avez rencontré énormément de gens dans tout ce projet. Je vous demandais, je vous posais la question à chacun d'entre vous, c'est quoi la rencontre la plus dingue que vous avez faite pendant ce projet? Je peux pas Sans- on peut pas en choisir. dehors de cette équipe ici, évidemment, l'accord équipe, mais plutôt des personnes de l'extérieur. Je sais que Baptiste, on a discuté, tu me disais qu'il y avait les ingénieurs de chez Renault F1 qui ont débarqué. Ouais, alors bon, il y a bien sûr les ingénieurs de Renault F1. Moi, il y a bien sûr Gabriel qui est ici présent, qui dort chez en moi. dehors de avec l'équipe. ouais. En dehors de l'équipe. Et Rouen Lair, je pense vraiment, on parlait avec Pierre-Antoine là, de quand on a été à Brest. Faut s'imaginer qu'on débarque au CHU de Brest, à la Cavale Blanche, en Covid. Il y a l'hélico qui est là, les ambulances dans tous les sens. Enfin, c'était très impressionnant. Ouais. Pour la première fois aussi, on amène la Macaire dans un hôpital et on débarque, on teste la machine avec Erwan. C'était très impressionnant quand même. Pour moi, c'est moins impressionnant parce qu'effectivement, je connais le milieu de l'hôpital et on a dans cette crise vraiment des CHU qui se mobilisent et des gens qui travaillent les uns avec les autres. Voilà, je descends jamais dans les services techniques de plomberie du CHU de Nantes. Je débarque et je repars les bras couverts de tuyaux flexibles pour pouvoir assembler les macaires. Je pense que c'est vraiment un continuum de générosité qui se répondent les unes aux autres. Celle des makers, elle est évidente, elle se voit dans nos interactions, mais voilà, la personne qui s'occupe des livraisons ou du drive chez Leroy Merlin, elle nous a débrouillé à peu près tout ce qu'on pouvait essayer de récupérer dans les rayons. Ou les gens, un des responsables biomèdes au CHU de Nantes, qui s'appelle Michael Evnas, qui, la première fois, enfin, je sais pas comment le mec a continué à nous prendre au sérieux, la première fois qu'on a débarqué, on avait un tas de merde en plastique à la colle, fixé sur une planche de bois avec plus ou moins de la chambre à air. Et c'est surtout que quand on a voulu tester, on s'est rendu compte très vite qu'on pouvait pas connecter la machine à l'air médical. On avait emmené une imprimante 3D, donc sur le coup, on a imprimé un connecteur pour se connecter sur son truc. Enfin, et je sais pas comment le mec a fait pour nous prendre encore au sérieux après l'espèce d'expédition de branquignol qu'on était ce jour-là. Ouais, c'était assez décevant, mais après, ça nous a rendu plus forts. On s'est rendu compte de certaines choses à faire et on a amélioré la machine dans tous les sens et ça a vraiment permis de faire les macaires qu'on a ici. Et quelque chose comme une semaine après, un peu plus d'une semaine après, on revient avec une machine à tester et la machine a été radicalement différente. Et je pense que ça a surpris tout le monde. Les 2 pilotes de Iroise Aéroformation, Gabriel Olivier. Parce qu'on a fait aussi un aller-retour en avion à Grenoble à un moment. Moi, au bout de ma 7e et ma 6e et ma 7e traversée de la France en plein confinement, je n'en peux plus de dormir à l'arrière d'une voiture où le siège ne s'allonge pas. Je craque, j'appelle Aviation Sans Frontières, je fais excusez-moi, est-ce que dans 48 heures vous auriez un avion disponible juste pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée à Grenoble ?
Et là, vous avez des gars incroyables qui vous disent non, écoutez, on s'en occupe, pas de problème. Rendez-vous 6h30 sur le tarmac de l'aéroport de Nantes. Et à 6h30, vous avez un magnifique avion, un TBM 700 qui atterrit. C'est l'ancien avion du PDG de Barilla. Et 1h15 plus tard, à 600 km/h de moyenne, nous arrivons à Grenoble. Et c'est magnifique. Et on n'aurait pas pu le faire autrement parce que cette nuit-là, moi, j'ai quasiment pas dormi. J'ai quasiment fait le palace de l'avion direct. On l'a fait quand même en voiture, mais c'est vrai que c'était exténuant. Enfin, on arrivait à un stade où c'était plus possible. C'est pour ça que vous avez pris l'avion. C'est pas comme si les mecs se reposaient après les passages en voiture. Moi, même si j'étais très enjoué de prendre l'avion, j'ai refusé d'y aller pour cette raison. J'en pouvais plus les allers-retours. En fait, c'était super fatigant. Et Grégory, est-ce que tu avais une rencontre toi, particulière qui t'a marqué dans tout ce Non, c'est pareil, comme tout le monde, c'est difficile d'isoler, mais ce qui est frappant, et même dans le rapport avec les journalistes, tu sais, moi, je suis pas un pro des médias, même si j'ai un peu de culture, culture média, mais tout le monde te dit à la base, fais gaffe, tu sais, les journalistes, etc. Alors, oui, tu peux garder ce sens-là au fond de ta tête, mais en fait, la réalité, c'est que sur un projet pareil, tout le monde est bienveillant, en fait. Et là, ce qui a été formidable dans le truc, c'est ça, c'est la bienveillance de tout le monde. Et ça s'est même vu jusque dans les médias où chacun a considéré l'histoire du journaliste de France 2 qui annule son truc 35 minutes avant. Je pense pas qu'il l'aurait fait sur un sujet qui méritait autant de bienveillance. Le projet le mérite, mais tout le monde a lâché tous ses réflexes naturels parce qu'en fait, on était en train de faire un truc. Et comment utile. Et pourtant, on flippait sur les médias parce que l'ambiance dans les médias était très dure. Des gens qui s'affrontaient. Il y avait cette histoire de Didier Raoult et compagnie, avec beaucoup de tensions comme ça. Et en fait, on a même pris du coup. Il y a un expert en média training qui a été extraordinaire, Eric Maillard, qui nous a formés parce qu'en fait, nous, on avait peur d'arriver et de se faire éclater. Dans les médias et on a tous été formés pour avoir des réponses sur les questions compliquées préfaites parce qu'en plus on était crevés quoi. On a tous fait 2-3 heures de sommeil par nuit pendant un mois et quelques. On était un peu éclatés quand même. Et comment vous l'avez vécu justement cette période médiatique où vous avez été vachement relayé par Le Monde, par toutes les chaînes nationales, etc. On était tous les journaux en l'ont fait. Hein. Mais oui, mais est-ce que c'était plaisant à faire ou vous êtes senti obligé de le faire? Pour être sincère, on a délivré ce qu'on devait délivrer. Il y avait un message, fallait qu'on le passe. On savait ce qu'on devait passer comme message et on avait énormément de boulot à côté et donc on a tout timeboxé. Et en fait, on était au labo. Et une fois de temps en temps, on annonçait va y avoir passage télé au reste du labo. C'était marrant. Ouais, moi, je voudrais saluer la très grande maturité du collectif vis-à-vis de la communication. Parce qu'il y a eu une réflexion interne très mature, me semble-t-il, pour dire on ne va communiquer que si ça sert au projet. Et effectivement, on a été sous embargo pour dire en fait, ouais, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à maman, ma grand-mère, à la famille, etc. Mais pas si ça sert pas au projet. Et cela magistralement sous la houlette de Grégory, de Eric, de Calypso. Faut imaginer que pour des gens comme Grégory et Calypso, dont le taf en communication dans la vie d'habitude, c'est d'obtenir des articles en général pour des clients et donc de faire de la relation presse, d'habitude, avoir des articles, c'est compliqué. Et là, pour la première fois de leur vie, pendant 3 semaines, on leur a dit « Ah non, là, faut pas qu'il y ait d'articles. » Et t'as toute la presse nationale qui t'appelle, ce que tu rêves d'avoir dans toute ta carrière depuis le début, et tu dis non. C'est comme ça que ça marche, faut se faire désirer. On va bientôt finir cet échange, il me reste quelques questions. La première, c'est où en est le projet à date et quels sont les next steps. Et je vous ai déjà posé la question, mais je vais la reposer. Quelle est la fin de Maker for Life? Est-ce qu'il y aura une fin? Est-ce qu'à un moment donné, c'est quand le respirateur sera fini que le collectif va se dissoudre? Je ne sais pas. Donc plutôt, déjà première question, le point à date, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les actualités sur Maker for Life aujourd'hui? Je peux peut-être sur un point d'étape si vous voulez. Bon, le produit rapide en V3 fonctionne. On est passé de la Logan du respirateur à une Logan Tesla. Qui a eu cette idée de la tagline Logan du respirateur? Ah super, CPA. La Logan Tesla, c'est moi. Et pourtant, Quentin a eu des magnifiques formules. Mais... Non mais c'est pas de moi, c'est pas de moi. Donc, on rajoute des features.
Pourquoi parce que tous les médecins qui vont être confrontés à un respirateur n'ont pas les mêmes expériences et les mêmes vécus. Et notamment, au début, on a beaucoup travaillé avec des très grands spécialistes de la ventilation mécanique qui, du coup, sont très à l'aise avec certaines notions. Mais c'est moins vrai pour des médecins qui ont des attributions plus larges au quotidien et qui vont donc, du coup, être déjà moins à l'aise avec le sujet mais qui ont besoin de s'en servir. Donc on a rajouté des fonctionnalités, on a fiabilisé des choses, on a aussi changé des choses d'un point de vue réglementaire que même en faisant très attention au début on n'avait pas changé, et là on a une définition de la V3 qui est bien figée, comment la construire, la concevoir, etc. Tout ça c'est propre. Pour autant, on n'a pas arrêté, donc on a rajouté des fonctionnalités compliquées, le trigger inspiratoire, c'est-à-dire quand quelqu'un est mal endormi, le fait de pouvoir reprendre des inspirations et de changer ton cycle respiratoire. Il lutte contre le respirateur qui est là pour l'aider, et c'est normal parce qu'il se réveille. Et donc du coup il faut réussir à s'insérer dans son cycle respiratoire. Enfin, c'est une gestion de la donnée qui est plus compliquée. On a intégré du LoRa pour être capable de remonter les données, donc des choses qui ne se font pas d'habitude dans ce type d'appareil. Le dispositif médical standard est un truc assez standalone, qui ne sait pas remonter et communiquer avec d'autres dispositifs, remonter de la donnée, permettre de participer à des études scientifiques. Bon bah Baptiste et moi on vient de l'informatique, donc nous s'il y a de la donnée qui est produite quelque part, on va se démerder pour la remonter. Donc on va chercher de la donnée, on la mange, on la remonte. Par exemple sur la LoRa, c'est Semtech en direct, et le mec a inventé LoRa qui nous file des coups de main là-dessus. Enfin, on a tout remonté dans du Warp 10, qui est une base de données qui vient plutôt de mon monde de la big data en fait, qui est pas du tout utilisée d'habitude dans ce type d'application et qui nous a beaucoup aidé. Enfin, on a là quelque chose de disruptif. Donc on a une V4 qu'on est également en train de définir, on fait de la R&D dessus. Elle est plus faite pour plus d'industrialisation, mais aujourd'hui la V3 fonctionne. Elle est industrialisée en industrie, donc ça veut dire qu'on travaille avec le groupe SEB à en produire beaucoup, en masse, on sait comment le faire. Et l'autre partie, c'est qu'on attend l'autorisation des essais cliniques. Donc c'est pas la mise sur le marché. Les essais cliniques, c'est le droit de le brancher sur un être humain. Il y a 2 endroits où on te donne l'autorisation de brancher sur un être humain. Il faut 2 autorisations. Un truc qui s'appelle le CPP, le Comité de protection des personnes, qui considère l'intérêt éthique de ton essai, qui lui nous a dit oui déjà, et l'ANSM qui est plutôt sur la partie réglementaire, qui aujourd'hui nous pose encore des questions. Okay. C'est très important de respecter le temps des institutions, le CPP qui est là pour protéger un participant à une recherche, et l'ANSM qui est là pour évaluer la dangerosité, la certification des processus que nous avons mis en œuvre. Et après l'étude clinique, donc là on peut le tester en vrai sur des patients, après tu as la mise sur le marché, pour faire simple. Et on parle avec d'autres options de régulation également aujourd'hui. Donc ça, voilà, c'est sûr, là où on en est, on a des machines, industrialisation faite, nous on continue à améliorer des trucs parce que tant qu'on y est, on y est, et on est en attente des autorités de régulation. Et sur la suite, en fait, comme tout produit, je pense que c'est un produit qui va avoir une vie. J'espère qu'il va être réinternalisé dans plusieurs entreprises. Après, on ne sait pas quand est-ce que sera la fin, et est-ce qu'il y aura une fin. Moi, je pense que le dispositif médical aujourd'hui, c'est un marché où, si tu le regardes, les marges sont énormes. Parce que c'est chiant, c'est réglementaire, c'est bidule. Et t'as des gens qui, aujourd'hui, se gavent sur ce marché-là parce que c'est chiant d'y aller. Et en fait, je pense que c'est un marché qui a été délaissé parce que c'est trop compliqué. Et c'est un marché qui, du coup, est en retard. Il n'y a qu'à regarder les logiciels qu'on donne aux praticiens dans les hôpitaux pour comprendre la misère technologique que c'est. Je pense que le traitement intelligent de la data dans la plupart des dispositifs médicaux est juste indigent. On est sur de l'algorithmie des années 90 au mieux. C'est des appareils qui sont d'abord mécaniques et électroniques avant d'être logiciels, alors que nous on a d'abord du logiciel et ensuite on l'enrobe dans quelque chose de physique. Et je pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité d'open device dans la santé. Il y a une opportunité de changer le modèle économique de la santé, de faire des processus qui communiquent, de définir les protocoles de communication des dispositifs médicaux. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire autour peut-être d'une fondation, peut-être d'une entreprise, mais je pense que ce qu'on a déjà créé est la première pierre de révolutionner ce marché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Antoine, mais je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une fin, en fait. Alors je crois que alors je me prononcerai pas sur les pratiques des institutions qui sont aussi mes employeurs. En revanche, je trouve intéressant dans le propos de Quentin qu'on voit bien les 2 visages du projet. On a une maquette en V1 qui a
tout l'essentiel, mais rien que l'essentiel. C'est une machine de crise qu'on peut produire extrêmement vite n'importe où dans le monde. Et ça, c'est la réponse à la crise. C'est le génie des ingénieurs français, cet élan de générosité qui s'est mobilisé. Et puis, il y a la Maker V2, V3, V4, V5, qui est en fait une nouvelle génération de dispositifs médicaux destinés à la ventilation mécanique. Et les machines du futur ressembleront paradoxalement beaucoup plus à notre Maker qu'aux dispositifs commerciaux qui sont aujourd'hui sur le marché. Et je crois que c'est ça, d'avoir saisi la crise qu'est le Covid pour créer une rupture technologique. Eh bien, merci. Je vais vous poser une toute dernière question, très rapide. Que peuvent faire les gens qui nous écoutent pour vous aider? Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce que déjà ils peuvent vous aider? Déjà, si oui, que peuvent-ils faire? il est possible d'aller sur notre GitHub, le GitHub de Makers for Life, regarder les plans, nous aider. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez envoyer des dons à la fondation de l'université de Nantes. Je mets un point d'honneur à rendre compte en toute transparence. On est transparent sur le code, on est transparent sur le design, l'open innovation du projet. Eh bien, ces dons dédiés à la recherche, sur la data, c'est vraiment l'argent qui a été mobilisé extrêmement rapidement en tout début de projet. Dites-nous, Pierre-Antoine, comment on fait pour faire un don ? Vous allez sur le site web de la fondation de l'université de Nantes et sur la page d'accueil, vous trouverez un site qui héberge les dons qui sont destinés au projet que je porte sur la data. On coche bien pour Pierre-Antoine le projet Maker. Non, moi, ce qu'on peut attendre des gens, parce que globalement, le projet avance. Ce qu'on peut attendre des gens, c'est que, pour moi, c'est un vrai point de départ, c'est de dire comment on s'inspire de ce genre d'aventure pour en refaire plein d'autres, en fait. Tu vois, quand on parle beaucoup du monde d'après, ce qui a été fait aujourd'hui, avec ce projet-là, c'est sûrement une bonne base de travail pour inventer le monde d'après. Il y a plein d'histoires à étirer là, autour de ça, et je pense qu'il y a quelque chose. Ce que peuvent faire les gens, c'est effectivement travailler mieux entre public, privé, grande boîte, petite boîte, réussir à réellement faire de la collaboration en s'inspirant de ça et surtout demander à nos autorités d'accepter cette façon-là de travailler. Et aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer les vidéos de Maker à votre député. N'hésitez pas à expliquer qu'en fait, la France, c'est pas juste un vieux pays qui n'est pas capable de bouger. La France, c'est aussi un lieu d'innovation, d'inventivité, c'est un pays dans lequel on peut aller vite, c'est un pays avec des gens brillants, et ça, dites-le aux gens, en fait. J'en ai marre d'entendre des gens dire il n'y a pas d'industrie en France. Je viens de bosser avec toute l'industrie française, si, il y a une industrie en France et ils sont très efficaces. J'en ai marre d'entendre mais ça va être compliqué réglementairement. Oui, évidemment, si tu poses la question à la personne qui est en charge de la réglementation, ce sera compliqué. C'est son rôle d'être chiant. Par contre, dites à votre député et pourquoi c'est compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ça? Donc vous voulez nous aider? Eh ben, aidez-nous à le construire le monde d'après en disant en fait faire des choses vite, bien et intelligemment c'est possible, et en poussant tout le monde dans cette dynamique-là, dans une vision positive de la société. Eh ben, merci messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation et on se retrouve très bientôt. Merci Simon. Salut à tous. Merci. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo, bye, ciao.